Quelle joie de vous retrouver tous pour une nouvelle web émission de l'IHU Foresight, une émission qui va être consacrée ce soir à la sécheresse oculaire qui concerne, en ce qui concerne la France, je me répète, à peu près 20% de la population et qui pourtant appartient à cette catégorie des maux plus ou moins invisibilisés. Donc il est temps d'en parler avec des spécialistes, ô combien spécialistes, et avec une patiente référente. Donc pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Éléonore Brevet. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour votre accueil. Ben attendez, je vous en prie, vous êtes juriste, vous êtes très affectée par la sécheresse oculaire et vous êtes présidente de l'association SOS Syndrome de l'œil sec. C'est ça. Pour parler de la sécheresse oculaire, deux grands médecins, le professeur Christophe Baudouin, clinicien-chercheur, directeur de l'IHU, et le docteur Françoise Brignol du laboratoire d'ophtalmologie de l'hôpital national des 15-20. Et vous êtes aussi, et non pas chercheur, mais vous êtes chercheuse à l'Institut de la Vision. J'aimerais vous poser une première question, évidemment, puisque c'est vous notre référente et c'est vous qui allez nous expliquer de l'intérieur, de manière quasi viscérale, ce que vous vivez. Qu'est-ce que c'est qu'être atteint de sécheresse oculaire ? Donc être atteint de sécheresse oculaire, ça peut être très varié en fonction des patients, parce qu'il y a différents degrés de sévérité, et il y a différents degrés de symptômes et types de symptômes qui peuvent être ressentis. Donc dans mon cas, ça va être essentiellement des douleurs. Depuis quand ? Depuis 2018. D'accord. Donc des douleurs qui au début étaient permanentes. C'était une sensation de brûlure à l'intérieur des paupières et des yeux, avec parfois des coups de couteau aussi dans les yeux. Et surtout une très forte sensibilité à la lumière, qui peut aller jusqu'à la photophobie pour certains patients. Et donc chez moi, les douleurs étaient majorées à cause de cette photosensibilité sur écran. J'ai aussi du mal à regarder les lumières, que ce soit naturelles ou artificielles. Donc le travail sur ordinateur et sur écran est C'est compliqué, impossible et douloureux. Jour et nuit, ces douleurs ? Moins la nuit, parce que quand je ferme les yeux, c'est moins douloureux justement. Et donc, par exemple aussi, conduite de nuit, c'est pas possible avec les phares de... Oui, des flashs aveuglants, et là, c'est absolument impossible. Voilà. Je sais que vous savez ce qu'il en est des causes de la sécheresse oculaire, mais on va demander au docteur Brignol de nous expliquer. Est-ce que vous pourriez synthétiser, docteur, ce qu'il en est quant aux causes principales de la sécheresse oculaire ? Alors, c'est une vaste question, parce que les causes sont nombreuses, et je pense que Christophe Baudouin sera mieux capable de moi de les exprimer, puisqu'il a synthétisé l'ensemble de ces causes dans un cercle vicieux qui est très reconnu, qui fait que l'ensemble des causes, qu'elles soient des causes En fait, la première des causes, c'est l'instabilité du film lacrymal. Il faut comprendre que... Revenons au début. La sécheresse oculaire, c'est quoi ? C'est une maladie. Pas assez de larmes. C'est une maladie du film lacrymal. C'est une structure qui ne se voit pas. Autant on voit la conjonctive, on voit la cornée, mais le film lacrymal, c'est un tout petit liquide qui est devant la structure de la surface oculaire que personne ne voit et qui est très complexe. Elle est composée de différentes couches, des lipides, des mucines, de l'eau, des électrolytes. Elle est très riche et ce petit film lacrymal protecteur peut être déstabilisé et là va entraîner une cascade donc de phénomènes, de mécanismes inflammatoires et délétères qui vont conduire à la maladie. Mais alors les causes, comme vous pouvez évoquer, c'est les causes de la chirurgie, par exemple, de la myopie. C'est peut-être aussi un conservateur, c'est peut-être un polluant, c'est peut-être une allergie, c'est peut-être une maladie auto-immune. Toutes ces causes qui entourent ce fameux cercle vicieux qui déstabilise le film lacrymal et fait rentrer dans un cercle autonome que je pense Christophe décrira mieux que moi. Christophe Baudouin, décrivez-nous les causes. Eh bien, il y a déjà longtemps, en faisant partie de différentes structures internationales de réflexion sur la sécheresse, je me suis posé cette question. Pourquoi les gens souffrent autant ? Pourquoi les traitements sont aussi peu efficaces ? On reviendra certainement dessus. Pourquoi des causes différentes peuvent aboutir à des conséquences qui ont l'air d'être assez similaires ? Et donc, effectivement, j'ai décrit cette notion que des phénomènes biologiques, à partir d'une mauvaise qualité des larmes, d'un manque de larmes, pouvaient s'accumuler, s'auto-entretenir, et finalement que le manque de larmes pouvait entraîner des mécanismes inflammatoires qui eux-mêmes alimentaient une mauvaise qualité des larmes. Donc les gens rentrent dans un cercle vicieux dans lequel il est très difficile de sortir, et la suppression de la cause, par exemple, puisque c'est un des mystères,
Par exemple, un porteur de lentilles développe une sécheresse oculaire au fil des années, arrête de porter des lentilles, bon, c'est logique, mais continue à souffrir de sécheresse oculaire. Là, ça n'est plus logique. Ou pourquoi une intervention arrive à déclencher une sécheresse sévère. Donc, ce sont ces phénomènes biologiques qui peuvent être décrits et qui font que, malheureusement, on a beaucoup de mal à s'en sortir parce que enclencher le cercle vertueux est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long que rentrer dans le cercle vicieux. Le temps de diagnostic, ça a été diagnostiqué immédiatement en ce qui vous concerne? Alors, chez moi, ça a été relativement rapide. J'ai eu une errance de diagnostic de seulement 1 an. Seulement. Voilà, mais pour beaucoup de patients, ce que vous voulez dire, c'est que ça peut être plusieurs années, parfois jusqu'à 10 ans. Ouais. J'ai surtout connu des mauvais diagnostics au début, parce qu'on m'a parlé surtout de conjonctivite allergique. Et on m'a proposé des traitements qui ne soulageaient absolument pas les douleurs. Et j'ai dû consulter plusieurs ophtalmologues avant d'avoir le bon diagnostic. Et c'est quelque chose que j'ai constaté aussi chez d'autres patients. Cette errance, enfin ce délai de latence dans le diagnostic, c'est un problème parce qu'ils souffrent, les patients atteints de sécheresse oculaire, et ils ont le sentiment, j'imagine, peut-être même embarrassant, humiliant, que d'une part c'est invisibilisé, deuxièmement on ne les croit pas, on ne comprend pas, et ça prend des années, et la souffrance grandit, c'est ça? Alors c'est tout à fait exact qu'effectivement, selon les causes, puisqu'il y a des causes qui peuvent être relativement faciles à identifier, comme une chirurgie, un type de médicament, mais il y a une maladie auto-immune qui est difficile à diagnostiquer, puisqu'elle se manifeste par une sécheresse oculaire, une sécheresse souvent buccale ou d'autres muqueuses, souvent des douleurs articulaires et une grande fatigue. Donc en gros, ce sont des personnes qui ont un peu tendance à être considérées comme se plaignant sans arrêt. « Ah, je suis toujours fatigué. Ah, j'ai toujours mal. » Et c'est considéré, c'est quelque chose qui est très vécu par les patients. On avait fait des enquêtes à ce sujet. 80% des patients atteints de sécheresse se sentent rejetés par l'entourage. Mais presque pire encore, 50% d'entre eux se sentent rejetés par les médecins. Et j'ai vu beaucoup de témoignages de patients me disant que finalement, ils allaient voir l'ophtalmo, le dentiste, le rhumatologue pour parler de ces douleurs. On leur disait souvent que c'était dans la tête. D'ailleurs, pendant longtemps, la fibromyalgie, qui en est une association fréquente, était considérée comme une espèce de maladie psychosomatique, ce qui n'est pas vrai. Et donc, ces personnes se sentent rejetées. Et j'ai vu des témoignages de patients atteints de maladies auto-immunes disant « Mais quand un jour, on m'a dit que j'avais un syndrome de Cougereau-Sjögren », alors ça ne semble pas être une très bonne nouvelle, mais puisque c'est une maladie auto-immune qui atteint plusieurs muqueuses et plusieurs organes. Mais d'un autre côté, ces patients ont dit je me suis senti soulagé. L'explication était exactement là, scientifique. Et j'avais objectif. Un statut. C'est ça. Un statut, c'est-à-dire que j'avais non plus une plainte, mais j'avais un problème de santé. Alors, ce qui était amusant, c'était que la suite du témoignage était souvent je l'ai entendu, c'était oui, mais après, il fallait que je trouve un médecin à qui je disais j'ai un Cougereau-Sjögren, et le médecin souvent disait je ne sais pas du tout ce que c'est. Ou je ne sais pas quoi faire. Ça, à travers l'association que vous présidez, vous l'entendez souvent? Oui, très très souvent, malheureusement. En fait, il y a un fort sentiment de banalisation de la maladie par les médecins, que ce soit déjà au niveau de la maladie en tant que telle, parce que beaucoup vont dire c'est pas grave, c'est une sécheresse oculaire, mais comme vous n'allez pas perdre la vue, c'est pas grave. Il y a plus grave. Voilà, il y a plus grave. Banalisation des douleurs aussi, parce que souvent ils comprennent pas qu'il n'y a pas forcément d'atteinte au niveau de la cornée, mais il y a quand même des douleurs neuropathiques, etc. Et ils comprennent pas trop pourquoi est-ce que les patients ont mal, donc ils vont me dire vous pouvez pas avoir mal, donc il faut voir un psychologue. Il y a aussi eu des patients qui à cause des douleurs pleuraient devant l'ophtalmologue et qui disaient vous voyez, vous arrivez à pleurer, c'est pas si grave que ça. Voilà. Légère condescendance ou impuissance du corps médical à certains moments. Est-ce qu'on peut revenir, docteur Brignol, la cornée? Oui. Pourquoi la cornée? Parce que la cornée est très innervée, donc ultra réceptive à la douleur. La cornée, c'est connu comme étant l'organe, le tissu, en tout cas le plus innervé de l'organisme, bien plus que la pulpe dentaire. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet de recherche, les liens entre les nerfs cornéens et tout le tissu cornéen, les épithéliums. Et donc, c'est ce qui est fait dans notre équipe par le docteur Réau Lemgoisigo. Donc, on étudie la douleur et les relations entre les nerfs, les cellules épithéliales et aussi les cellules immunitaires qui pourraient être localement présentes. Et... Non, oui. Non, mais je voulais qu'on comprenne la corrélation entre effectivement la sécheresse oculaire, puisqu'il n'y a pas assez de larmes, et le fait que cette douleur soit insupportable parce que c'est la cornée qui est particulièrement innervée. Les nerfs cornéens sont là pour nous défendre de n'importe quelle agression, et
on a mal, ça dure 30 secondes, même pas, on n'a même pas la conscience que l'on a eu une agression. Ce qui est particulier dans la sécheresse, c'est que c'est un emballement et qu'ils ont mal en permanence. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre, pourquoi cette douleur chronique. Alors, on parle d'une douleur neuropathique. Et voilà, donc ça, c'est un sujet de recherche très en vogue. Et nous sommes dans l'équipe les seuls, pratiquement au monde, à avoir une unité dédiée à la douleur oculaire. Est-ce que c'est une question naïve, mais après tout, on est là pour les entendre et les poser. Est-ce que ces douleurs récurrentes, insupportables, peuvent entraîner une aggravation de certaines maladies oculaires? C'est une question qui me vient tout d'un coup, que ce soit la myopie, le glaucome, que sais-je. Mais à force de douleur, à force de souffrance, est-ce que ça peut avoir ce genre d'effet? Alors, la douleur n'est pas la cause d'autre chose. Elle en est la conséquence, mais en revanche... La sécheresse, alors, peut-elle aggraver aussi? En revanche, alors, elle ne va pas aggraver la sécheresse, mais elle va aggraver le ressenti de la sécheresse. C'est-à-dire qu'une douleur chronique, mais je voudrais revenir sur la notion de douleur. Une douleur chronique va avoir un impact psychologique très important. Ce n'est pas que la douleur est psychologique ou psychosomatique, c'est qu'on souffre. Et quand on souffre, à un moment, on va avoir une tendance dépressive, une souffrance chronique qui va majorer la sensation de douleur. C'est-à-dire que l'humeur va aussi être conditionnée par cette douleur chronique. Je voudrais revenir sur la notion de douleur parce que en matière de sécheresse, tout le monde ne parle pas de douleur. La douleur fait partie des symptômes. D'autres vont parler de brûlure, d'irritation, d'envie de fermer les yeux. On va avoir un grand ensemble qui fait que ce côté un peu disparate dans le ressenti va déjà être difficile à prendre en charge. Le deuxième élément, c'est que cette douleur, elle peut agir chez les patients de deux manières. Et on le comprend très bien. Vous pouvez avoir des poussées douloureuses. Certaines personnes vont avoir des périodes de poussées douloureuses très intenses et qui vont être de loin en loin avec un petit fond douloureux entre-temps. Mais vous avez aussi des douleurs qui sont moins intenses en quantité, en niveau, mais qui vont être permanentes et qui vont user énormément. Et il y a des patients avec des sécheresses graves qui vont être réveillés toutes les nuits, toutes les heures, obligés d'arroser les yeux. Donc, on comprend bien qu'il y a une invalidité considérable et que forcément, l'état général en est évidemment éprouvé. Il y a une dimension visuelle. On n'en parle pas assez. L'impact visuel de ça. L'impact visuel de la sécheresse est très important. Oui. C'est-à-dire que si on parle de DMLA, on comprend tout de suite qu'il y a une perte de vision, un risque de cécité, Centrale, une notamment. perte de lecture. Bon, c'est évident. Mais dans la sécheresse, en fait, les larmes dont on a parlé de la complexité et du rôle protecteur, les larmes, c'est la première couche qui est traversée par la lumière avant de rentrer dans l'œil. Si cette couche n'est pas régulière, si elle n'est pas bien lisse, les rayons lumineux vont diffuser de manière irrégulière. Ça va entraîner un brouillard, un peu comme s'il y a un soleil qui traverse un brouillard. Et donc, la lumière, et particulièrement la lumière bleue, va créer une mauvaise qualité d'image, perte de contraste, difficultés sur écran qui vont majorer l'inconfort visuel. Alors, on ne va pas parler de perte d'acuité visuelle, ça c'est vrai, sauf dans les formes graves qui atteignent la cornée au centre, mais on va pouvoir parler de mauvaise qualité visuelle. Et pour des gens qui travaillent des heures tous les jours sur ordinateur, c'est épouvantable. Oui, ou même juste pour des gens qui ont besoin de lire ou d'avoir une activité professionnelle normale, ordinateur ou pas. Donc ça, vous souscrivez complètement à cette précision apportée par le professeur Baudouin. Oui, totalement. Vous, par exemple, vous êtes victime de ça, il y a un impact visuel avéré par rapport à cette sécheresse oculaire dont vous souffrez? Alors, avéré, je ne sais pas, parce que je pense que c'est peut-être difficile à quantifier. À quantifier, oui. Mais effectivement, j'ai vu une détérioration de ma vision, en tout cas, par exemple, sur écran. J'ai plus de mal à lire. Donc, au-delà des douleurs, j'ai plus de mal à passer du temps sur écran. Je suis beaucoup plus fatiguée. La concentration est même quasiment impactée, j'imagine, à force. Oui, et même parfois la vision, c'est un peu flou. Je lis d'autres mots à la place du bon mot. Et alors, je ne sais pas si c'est lié aussi à ça, mais en voiture, j'ai un peu de mal avec les distances aussi, par exemple. Eh bien, écoutez, demandez. Il vous sera répondu. L'impact visuel est indiscutable. Alors, effectivement, ce n'est pas en acuité que ça va se mesurer, donc ça va être complètement sous-estimé et donc négligé, puisque vous avez 10 dixièmes d'acuité visuelle, donc oui, de quoi vous plaignez-vous? Je le dis au second degré. Bien sûr. En revanche, un effort visuel va être très difficile. Pour avoir un film lacrymal de bonne qualité, récupérer une vision, il faut cligner, réétaler les larmes. Si vous clignez toutes les 3 secondes au lieu de cligner toutes les 10 secondes, forcément, vous avez un impact sur la vision.
Et si je peux me permettre de raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, en évaluant l'impact de la vision, j'avais eu accès à un simulateur de conduite, donc quelque chose de très original, c'était il y a assez longtemps. Et j'avais voulu le tester sur des patients atteints de glaucome, partant de l'idée que la perte de champ visuel allait forcément pénaliser la vision et donc les performances dans la conduite simulée sur simulateur. L'expérience était très intéressante parce qu'en donnant l'expérience, en faisant faire l'expérience à des patients qui avaient des glaucomes, on s'est rendu compte que finalement, même avec des glaucomes avancés, ils n'étaient pas très gênés. Alors, ils n'étaient pas très gênés tout simplement parce qu'en fait, ils ont adopté des attitudes de compensation. Ils savent que dans les carrefours, il faut regarder à droite, à gauche. Et Je confirme. Donc, il y a une espèce de conscience personnelle qui fait qu'au fond, ce sont des patients qui sont beaucoup moins dangereux que ce qu'on pourrait croire, considérant quand même qu'il peut y avoir des morceaux de champ visuel en moins. Alors, un peu déçu, j'ai proposé à un autre type de mes patients, des patients qui avaient des sécheresses oculaires. Et là, la surprise a été très étonnante. Les patients atteints de sécheresse oculaire, il s'agissait de tests visant à repérer des obstacles ou des tests qui étaient latéraux. Eh bien, les patients atteints de sécheresse oculaire travaillaient, alors ils étaient très bien, très efficaces sur la conduite, et aucun n'a eu un accident virtuel, bien sûr, mais ils rataient toutes les cibles qui étaient sur les côtés, parce que la concentration, l'obligation de cligner faisait qu'ils se focalisaient sur une zone, et en fait, ils perdaient beaucoup de capacité visuelle. Alors, à nouveau, on ne parle pas d'acuité visuelle, mais on parle bien de performance, on parle bien d'endurance, et donc de choses qui quand même impactent beaucoup. C'est une notion intéressante, l'endurance visuelle. Et je voyais notre ami juriste, Éléonore Brevet, opiner, oui, la conduite, vous connaissez ça aussi, vous opiniez par rapport à ce que disait le professeur Baudouin? Oui, c'est effectivement, moi j'ai besoin d'être très concentrée sur la route et du coup sur les champs latéraux, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut évoquer la corrélation entre glaucome et sécheresse oculaire? C'est quelque chose de particulier. L'un des deux veut en parler de ça? Je veux bien en parler, puisque ça a été un sujet de travail de longue année, où on a pu mettre en évidence l'impact des médicaments et surtout l'impact des excipients, des collyres, et notamment un conservateur bien connu, le chlorure de benzalconium, qui est donc un détergent qui est censé tuer les microbes, les virus, les champignons qui pourraient contaminer le flacon. Donc ce sont des flacons multidoses, le classique collyre, dans lequel on a l'obligation, le pharmacien qui le fabrique, a l'obligation de mettre un conservateur pour éviter la pullulation microbienne. Et donc, c'est tout à fait normal de les trouver dans les collyres. La grande avancée, c'est cette démonstration que ces détergents qui détruisent les membranes des bactéries, détruisent aussi les membranes des cellules épithéliales. Alors, je ne parle même pas du film lacrymal qui disparaît complètement. Là, c'est évident, mais on attaque donc les cellules, les structures protectrices du tissu, que sont donc les membranes cornéennes et conjonctivales. Donc, on fait un glaucomateux dans l'obligation de mettre un collyre. Il cherche des collyres sans conservateur, c'est ça? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, grâce aux travaux de Christophe notamment, d'avoir des collyres sans conservateur. On appelle ça des back-free. Alors, c'est une question très importante parce qu'il y a 1,5 million de personnes traitées pour glaucome en France. Dans la population générale, vous l'avez dit, à peu près 20% de la population souffre de sécheresse, avec des niveaux de gravité variables, mais c'est de l'ordre de 20%. Chez les glaucomateux traités, c'est 50%. Il faut bien savoir pourquoi. Le glaucome est une maladie du nerf optique qui est liée à la pression oculaire. Il n'a aucune raison de créer une sécheresse par lui-même, donc c'est forcément les traitements. Et donc ça fait déjà pas mal d'années que j'avais mis en évidence, un peu contre l'avis général, parce que pour les industriels, c'est quelque chose de relativement évident qu'il faut mettre un conservateur parce que le risque infectieux est soi-disant important. En pratique, il est très très faible, mais il y avait évidemment une obligation et il y a une obligation légale. Et puis, développer des alternatives sans conservateur, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc, pour un bénéfice forcément aléatoire. Donc, il y a eu un certain manque d'intérêt, sauf quelques laboratoires qui quand même se sont fortement investis là-dessus, et heureusement. Parce que supprimer l'irritation, la sécheresse, c'est premièrement améliorer la qualité de vie. Parce qu'on a parlé, une sécheresse quelle qu'elle soit impacte énormément la qualité de vie, un peu la qualité de vision, on vient de le dire aussi. Mais si on est dans un traitement long, qui va durer des années, des dizaines d'années, voire toute la vie, et que progressivement, en vieillissant, cette qualité de vie s'effondre dans une maladie qui elle-même impacte la qualité de vie, puisque le glaucome
a un impact visuel, donc un impact psychologique au passage, qui est lourd. Donc là, on arrive vraiment à un problème. Et puis, en tant que chirurgien du glaucome, je suis confronté à de nombreux patients qui ont mis des gouttes pendant des dizaines d'années et qu'il faut opérer avec des yeux qui sont vraiment très, très abîmés. Et donc très fragilisés. Très fragilisés et avec des résultats chirurgicaux qui sont parfois... Donc ils sont opérés par la fragilisation. Et qu'il faut réopérer parce que les opérations ne fonctionnent pas assez bien. Donc la lutte contre l'utilisation de conservateurs qui finalement ne sont pas indispensables puisqu'il y a des alternatives, ça coûte un peu plus cher, mais finalement il y a des alternatives. C'est vraiment quelque chose qui a énormément aidé les patients. Et d'ailleurs, la France est pionnière dans le domaine. Dans le domaine donc de ces fameux colliers pour les glaucomateux sans conservateur. Aujourd'hui, une large majorité des patients atteints de glaucome est traitée avec des produits sans conservateur. Mais la France est vraiment isolée dans ce domaine-là. Sont-ils incités à les réclamer suffisamment, les traitements sans conservateur? Il faut, j'imagine que vous les incitez. Alors, parce que... les patients, quand on discute avec eux, ils sont convaincus. Il n'y a pas de difficulté à les convaincre, et puis il suffit qu'ils fassent l'essai entre produits conservés et produits pas conservés, ils vont encore plus convaincus. Il a été assez difficile de convaincre les médecins et de convaincre les industriels, parce que si les médecins sont convaincus mais qu'il n'y a pas de solution, ça aide pas beaucoup. Et de l'autre côté, si les industriels sont convaincus, développent des produits que les médecins n'utilisent pas, ça n'a pas non plus une incitation très forte. Donc il a fallu ce combat qui a mis une vingtaine d'années. Mais la France est quand même très avancée là-dessus. En revanche, le reste de l'Europe, alors qu'il y a des produits sans conservateur, mais pour des questions de prix, pour des questions de méconnaissance du problème. En fait, pour résumer très rapidement, du point de vue médical, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un « vous avez un glaucome, si vous ne mettez pas les gouttes, vous allez devenir aveugle », ça coupe tout de suite la discussion. C'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, de « ah, vous avez les yeux qui piquent, vous ne serez jamais aveugle, écoutez, vous ne plaignez pas, allez voir quelqu'un d'autre ». C'est facile de rejeter et c'est beaucoup plus difficile de se poser la question en étant dans une démarche empathique, c'est-à-dire d'essayer de se dire « bon, la personne que j'ai en face de moi souffre de tel ou tel problème ». Donc, glaucome, ce n'est pas exactement la même chose que la sécheresse, mais quand on a glaucome plus sécheresse, on a double peine. Et à ce moment-là, d'essayer de trouver une alternative. Ah oui, vous avez un problème, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Ah, évidemment, ça demande plus de travail, c'est un peu plus compliqué. Et le mot-clé, l'empathie, la démarche empathique, ça, j'imagine que tous les gens de l'association qui ont adhéré à votre association évoquent la nécessité de cette empathie et la douleur d'être confronté à l'absence de cette empathie. Oui, ça va un peu de pair avec la banalisation qui est observée par la plupart des patients, sachant que comme c'est une maladie qui est vraiment douloureuse pour beaucoup, qui a un impact au quotidien à la fois sur la vie pro et la vie privée, c'est important d'avoir une écoute empathique parce que c'est des personnes qui sont en grande souffrance, qui peuvent être déjà fragilisées du coup par leur maladie. La prise en charge, docteur Brignol, on parle de la prise en charge de la sécheresse oculaire. Est-ce qu'il y a suffisamment de choses? Moi, je peux vous parler de la prise en charge biologique, si vous voulez. Oui. Parce qu'au laboratoire, nous recevons évidemment beaucoup de patients qui ont des sécheresses oculaires. Et d'ailleurs, Madame Brevet a dû probablement passer par chez nous. Et la chose qui me frappe déjà, la première chose, c'est que quand les patients viennent chez nous, c'est que le médecin n'a plus trop de ressources. Il ne sait plus comment s'en sortir. Il a besoin d'un filon biologique en espérant qu'on le lui trouve. Et les patients qui viennent chez nous ont l'impression qu'enfin aussi, on les considère. On fait attention à eux. On fait un bilan, un check-up de la surface oculaire qui est long, qui prend bien 3/4 d'heure à 1 heure, dans lequel on va évaluer s'il y a de l'allergie, dans lequel on va évaluer la sécheresse, dans lequel on va aussi évaluer la part microbienne, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des parasites dans les cils, il y a des staphylocoques, il y a toutes sortes de pathogènes qui, a priori, nous protègent. On appelle ça des commensaux, des microbes commensaux, mais dans un déséquilibre du film lacrymal, il y a un déséquilibre de cette flore protectrice. Donc, on fait un petit bilan de tout et on a parfois la chance de trouver la clé. Voilà, soit dans le domaine de la sécheresse, soit dans l'allergie, soit dans la partie infectieuse. On a la chance de trouver une réponse. Mais ce qui est aussi notable, c'est que parfois on a des co-réponses, c'est-à-dire des allergiques qui ont des sécheresses ou des allergiques qui ont des problèmes de pathogènes. Et c'est ça aussi, cette intrication de ce cercle vicieux finalement qui va entraîner un cercle aussi de vicieux au niveau des lipides, au niveau des microbes
Et voilà, donc le bilan de la sécheresse, de la surface oculaire que nous faisons, il n'est pas spécifique à la sécheresse. Et j'insiste beaucoup, c'est un bilan. C'est pas parce qu'on pense à une sécheresse qu'il ne faut pas rechercher autre chose. Et puis ce que nous faisons au laboratoire, c'est un grand interrogatoire que peut-être en clinique, les ophtalmologistes n'ont peut-être pas trop le temps, mais on interroge beaucoup le patient, à la fois grâce à des questionnaires internationaux reconnus, mais aussi par un questionnaire local que nous faisons afin de pister le maximum de choses. Des questions sur quoi, par Des exemple? questions Le mode de sur- vie. Eh bien, d'abord, déjà le mode de vie, les expositions, quand c'est arrivé, quels sont les premiers symptômes, les premiers incidents, la progression, enfin tout ce que Madame Brevet vient de décrire, les médicaments qu'ils prennent, parce qu'un patient allergique va prendre des médicaments contre son allergie qui entraîne des sécheresses oculaires. De la même manière, quelqu'un qui a pris un médicament pour l'œil, ou peut-être aussi avoir une sécheresse oculaire, il va favoriser une allergie, puisque les membranes des cellules vont être disloquées, l'allergène va pouvoir pénétrer plus facilement. Donc c'est tout ce monde intriqué que je trouve passionnant, et c'est rare que nous ne trouvions pas quelque chose. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on en fait de ce bilan? Est-ce que ça a résolu votre problème? Ça, je vous pose la question. Oui, on vous pose toute la question. Alors moi, sur le bilan, ce qui était intéressant, c'est que donc pour mon cas, j'avais donc beaucoup de douleurs, comme je disais. Donc j'étais très invalidée, je suis toujours dans mon quotidien. Et les ophtalmologues que j'avais vus ne comprenaient pas forcément pourquoi j'avais mal, parce que je n'avais pas de kératite, pas d'ulcère au niveau de la cornée. Et dans le bilan, là, on a vu qu'effectivement, les cellules étaient en souffrance et que c'était un stade quand même assez avancé et que ça expliquait pourquoi j'avais mal. Qu'est-ce qui a été à ce moment-là prescrit? Quelle est la ou les solutions dans votre cas précis? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, j'ai eu pas mal de traitements parce qu'en fait, on fonctionne par étapes avec des paliers. Oui. Donc, actuellement, ce qui fonctionne le mieux chez moi, c'est un collier à base de tacrolimus. Donc, c'est des macrolides qui vont avoir une action anti-inflammatoire. Donc, c'est un traitement que j'ai en ATUPS qui vient du Japon. Donc, ATUPS, c'est autorisation temporaire d'utilisation. J'ai du collier de sérum autologue. Donc, ça, c'est un collier qui est fabriqué au 15-20 avec le sang du patient. Donc, c'est tous les 6 mois, il y a un prélèvement sanguin qui est fait. Ensuite, le collier est fabriqué, il est stocké sur place parce qu'il y a des conditions très spécifiques et très compliquées. Et ensuite, toutes les 2 semaines, on va aller chercher à la pharmacie hospitalière son 2 colliers de sérum autologue. On a 1 semaine pour l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment les 2 traitements qui m'ont le plus aidé. Mais là aussi, c'est assez contraignant parce que le sérum autologue, du coup, il faut aller le chercher toutes les 2 semaines avec un pain de glace. Et quand on travaille à temps plein, c'est pas forcément évident. Alors, j'ai 2 questions en une pour Christophe Baudouin. Je voudrais qu'on évoque le cas de la cyclosporine et puis qu'on revienne aussi sur la chirurgie de la myopie. Il y a énormément de gens qui se font opérer de la myopie. Est-ce qu'il y a des incidences? Est-ce que les opérations de la myopie peuvent déclencher quelque chose qui aura à voir avec la sécheresse oculaire et donc les douleurs afférentes à la sécheresse oculaire? Alors, concernant la chirurgie de la myopie, elle est inévitablement responsable d'une section des nerfs cornéens. Ce qui n'est pas forcément grave parce qu'ils repoussent et que la plupart du temps, la nature fait bien les choses et que la situation se passe bien. Il est cependant très habituel de prévenir les patients qui vont avoir une chirurgie réfractive de se méfier parce que pendant 5-6 mois, ils vont souffrir de sécheresse. Le risque est d'autant plus important que beaucoup de ces patients opérés de myopie sont des gens qui ont porté des lentilles avant, ont arrêté de porter des lentilles parce qu'ils avaient les yeux progressivement secs, et donc ils sont encore plus à risque au moment de la chirurgie qu'ils désirent parce qu'ils ne peuvent plus porter de lentilles et qu'ils ne veulent pas mettre de lunettes. Encore un cercle vicieux. Absolument, de développer une sécheresse. Alors, la plupart du temps, dans les 5-6 mois, tout s'arrange, mais il y en a quelques-uns qui continuent à souffrir parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas tout à fait évoquée tout à l'heure sur la douleur. La sécheresse, le dessèchement, le frottement, l'inflammation déclenchent des douleurs, symptômes, irritations, enfin, toute cette grande famille où le mot douleur n'est pas forcément exclusif. Mais il y a un moment où la douleur, au sens large, la souffrance, devient la maladie. Et c'est là qu'on parle de douleur neuropathique. C'est-à-dire que la cause de ces symptômes peut avoir été améliorée. Les nerfs cornéens ont repoussé, on a arrêté les lentilles de contact, une opération qui a déclenché a bien cicatrisé, tout va bien, mais on continue à souffrir. Et c'est ce qui se passe en particulier quand la cornée n'est pas abîmée, et c'est ce qu'on a dit exactement à madame, sa cornée n'est pas abîmée, donc il n'y a pas de raison qu'elle souffre. Mais parce qu'à un moment, une série de mécanismes se sont déclenchés
un peu jusqu'au cerveau. Et la douleur devient la maladie. C'est très important parce qu'en IRM fonctionnel, par exemple, on arrive à montrer que des personnes qui souffrent de manière chronique ont des modifications. Alors, il ne faut pas que les gens aient peur. Ce n'est pas leur cerveau qui est en train de se détruire. Mais il y a des choses qui sont mesurables. La douleur chronique a un véritable impact, une empreinte. J'ai envie de... On peut presque la localiser spécialement dans le cerveau. Absolument. Et on voit que les centres de l'humeur, alors bien sûr, ce n'est pas des destructions, c'est des fonctionnalités un peu modifiées. Donc les centres de dépression sont activés, les centres de bonne humeur sont diminués, et il y a des modifications dans la souffrance chronique. Mais la meilleure comparaison que je puisse donner, c'est le membre fantôme. Les membres fantômes, ce sont les personnes qui malheureusement ont été amputées d'un membre et qui continuent à souffrir de ce membre. Il n'y a plus de pied, mais ils continuent à avoir mal au pied, parce que le cerveau enregistre une douleur qui est interprétée comme venant du pied. Cette douleur neuropathique est vraiment difficile à soigner parce que du coup, on ne comprend plus. On arrose, on met des médicaments, on peut parler maintenant de cyclosporine. On peut mettre des médicaments pour stopper le cercle vicieux, mais la souffrance est toujours là. Alors, cyclosporine... Oui, parlons de cyclosporine, puisque c'est un cas français, semble-t-il. La cyclosporine, alors ça a été américain, ça a été français en particulier, et c'est généralisé dans le monde entier maintenant. La cyclosporine, c'est la conséquence directe de la découverte du cercle vicieux. C'est-à-dire que dans ce cercle vicieux, un acteur clé, c'est l'inflammation. Donc, stopper l'inflammation, c'est une manière de stopper les mailles de la chaîne. La cyclosporine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet d'éviter la cortisone. La cortisone, c'est un anti-inflammatoire et indiscutable, mais qui peut entraîner des glaucomes. Alors, ce n'est pas la peine de déclencher des glaucomes chez des gens qui ont des sécheresses. On a parlé des gens qui ont des sécheresses à cause des glaucomes. Ne faisons pas l'inverse. Et le glaucome cortisonique est particulièrement redoutable. Donc, l'idée, c'était de trouver autre chose. Et la cyclosporine est une découverte que les vétérinaires ont faite dans les années 90, parce qu'il y a des chiens qui, eux, avaient des sécheresses tellement graves. Alors, ils ne venaient pas se plaindre, les pauvres chiens. Ils en perdaient la vue. Ils perdaient la vue. Ouais. Ils avaient la cornée qui devenait opaque. Et donc, ce sont des vétérinaires qui ont utilisé la cyclosporine, qui était par ailleurs utilisée comme anti-rejet, parce qu'elle est utilisée avant tout comme anti-rejet. Elle a sauvé des millions de vies, pour bloquer le système immunitaire, améliorer ces maladies auto-immunes, améliorer la sécheresse, et ça a fonctionné. Donc après, c'est allé chez l'homme, sous différents noms, avec des autorisations temporaires d'utilisation. Et une version d'immunosuppresseur particulièrement, plus puissante, plus difficile d'accès, mais qui donne des résultats très intéressants, c'est le tacrolimus, mais qui en fait a la même signification. C'est le même but, bloquer l'inflammation dans le cercle vicieux. Alors le drame de la cyclosporine, c'est que malheureusement, la cyclosporine, c'est quelque chose qui a été remboursé, déremboursé, et c'est un vrai gros problème pour les patients. Pourquoi déremboursé? Parce que c'était un médicament jugé... Alors c'est un médicament qui était jugé par les autorités sur la base d'études cliniques qui sont très difficiles à réaliser dans la pratique courante. Je dirais un mot pour l'expliquer. D'efficacité jugée insuffisante par les autorités pour justifier un remboursement d'un produit cher. Alors pourquoi c'est difficile? C'est comme dans toutes les évaluations de douleur. Il y a un effet placebo. Vous mettez quelque chose, vous donnez quelque chose à quelqu'un qui a mal, même si ce quelque chose n'est pas très puissant sur le plan de la douleur, il y a quand même un effet de l'empathie, on entoure les gens, on s'en occupe, on les écoute, on leur donne quelque chose, c'est pas rien. Mais il n'y a pas de placebo dans la sécheresse, puisque le placebo, c'est de mettre des larmes artificielles. Donc quand vous arrosez des larmes artificielles sans cyclosporine, il y a déjà un effet. Donc la comparaison est difficile et les autorités, dans leur grande sagesse, ont estimé que le bénéfice était insuffisant et donc ont décidé de dérembourser un produit qu'on a eu pendant 10 ans et dont beaucoup de patients ont beaucoup bénéficié. Une association comme la vôtre peut être proactive par rapport à ce problème du remboursement et du déremboursement, par exemple, puisque tous les gens de votre association, par définition, sont concernés. On essaie justement de travailler là-dessus parce que en pratique, donc il y avait, comme le disait le professeur Baudouin, Icarvis, qui était un traitement qui était remboursé, qui était dispensé en pharmacie hospitalière. Donc il a été déremboursé, il coûte quand même assez cher pour des patients qui peuvent pas forcément travailler à temps plein, voire plus du tout, et qui du coup se retrouvent dans une précarité financière. Donc ça a un impact non négligeable sur leurs ressources. Et les alternatives qui sont proposées, donc heureusement il y a quand même des alternatives, c'est des colliers à base de cyclosporine en préparation hospitalière, mais qui sont un petit peu différentes au niveau du véhicule, il me semble. Et du coup, certains patients les tolèrent plus ou moins bien, parce qu'il y a différentes de concentration aussi en cyclosporine.
Et donc, c'est vrai qu'on a eu un retour là-dessus par pas mal de patients. On a eu un sujet aussi très important depuis 2023, c'est les pénuries de pommades de vitamine A. Donc, c'est une pommade ophtalmologique faite à base de vitamine A sans conservateur, que les patients mettent la nuit. Donc, c'est très important parce que ça permet de protéger la cornée et d'avoir une hydratation aussi plus importante puisque c'est un composé sous forme de pommade. Et il y a eu des problèmes de pénurie et de tension d'approvisionnement pendant toute une année. Et donc, il y a des patients qui n'avaient pas d'alternative parce que c'était le seul traitement remboursé. Et donc, c'était vraiment problématique, et notamment pour les cas très sévères où il y a des risques d'ulcération de la cornée. Et j'imagine que c'était peut-être lié au Covid, les fameuses pénuries. On ne sait pas. Non, c'était après. C'est indépendant. C'était indépendant. Ça fait partie des grandes pénuries. Mais comment, en préparant l'émission et en regardant d'autres choses, je me suis rendu compte que vous parliez des chiffres, 20% de la population à peu près est touchée par la sécheresse oculaire. Il y a eu une aggravation après le Covid. Comment on l'explique? Du fait du Covid. Alors, indiscutablement, la période de Covid a aggravé. Alors, il y a multiples facteurs. On pense que le virus a quand même eu un effet, puisque le virus est respiratoire, et il touche les yeux. Donc, il y a eu des sécheresses indiscutablement d'origine virale. Heureusement, pas très, très grave, mais enfin, ça vient en rajouter. Le travail sur ordinateur, le télétravail, le confinement, le stress, qui joue aussi, ça a indiscutablement donné une aggravation. Je voudrais peut-être dire quelque chose sur les traitements. Oui. Heureusement, quand même, on a parlé des traitements très sévères, séromotologues qui rendent d'énormes services parce que ça a des effets cicatrisants et contre la douleur. On a parlé de la cyclosporine qui a quand même révolutionné le traitement de la sécheresse, le tacrolimus qui est un petit peu son complément, mais extrêmement difficile à obtenir, il vient du Japon. Je voudrais quand même parler de ce qui va concerner quand même l'immense majorité des gens qui ont une sécheresse qui, heureusement, ne sont pas dans des formes aussi sévères. Juste un principe général, pas de conservateur. Mais le deuxième principe général, c'est qu'en fait, un paramètre très important dans la manière de se soigner, c'est finalement la viscosité et la composition des produits. Mais la viscosité plus que leur nature chimique. Je m'explique. Plus un produit est plus un produit est épais. Et quoi? Épais, oui. Épais, visqueux, oui. Plus il est protecteur. Il va s'étaler et il va protéger plus longtemps. Le plus protecteur, le plus absolu, on vient d'en parler, c'est la pommade vitamine A. Mais plus il est épais, protecteur, gras, plus il va gêner la vision. Il ne faut pas s'amuser à travailler avec de la pommade dans les yeux. Donc, il y a des gels. Les gels eux-mêmes ont des viscosités différentes. Et puis, il y a des produits beaucoup plus liquides. Il y a des patients qui vont détester les produits épais parce que ça va brouiller leur vision. Comme ils ont les yeux secs, ça va faire des espèces de grumeaux qui vont sécher, faire des dépôts. Donc, ils vont trouver ça insupportable. À l'inverse, d'autres vont adorer des produits épais parce qu'ils sentent que c'est ça qui les soulage. Ce qui est très important, et ce que je dis là, c'est presque plus pour les ophtalmologistes qui pourraient éventuellement regarder, ou les médecins d'une manière générale, qui sont aussi des prescripteurs, médecins généralistes sont aussi des prescripteurs importants, c'est que finalement, il faut donner aux patients la possibilité de connaître différents types de produits. Des produits plutôt liquides et des produits plus épais. Et quand ils reviennent, les écouter. Alors déjà, les écouter au départ, c'est intéressant, mais les écouter aussi quand ils reviennent. Ceux qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça parce que c'est trop épais », il faut aller chercher des produits plus liquides. Alors, il y a beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas un produit idéal. On serait bien content. Mais de l'autre côté, si le patient, au contraire, aime bien des produits relativement protecteurs, il faut aller éventuellement lui en faire connaître d'autres. Ça, c'est à mon avis vraiment primordial. Donc, il faut les écouter et les entendre aussi. C'est ça que vous dites, c'est le stade d'après. Mais alors, à propos de... toujours dans le cadre de la préparation de cette émission, je voyais qu'il y avait des choses importantes, l'hygiène des paupières, chauffer les paupières, manger des oméga 3, donc peut-être manger du poisson. Est-ce que ça a l'air complètement farfelu ou est-ce que ça peut être quelque chose d'important dans une forme d'hygiène holistique pour ne pas être frappé par la sécheresse oculaire? Qu'en pensez-vous, docteur Brignol? Oui, c'est évident que l'hygiène des paupières est un souci, effectivement, parce que en plus, quand on interroge le patient, on se rend compte que chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment de conseils. Et l'intérêt de ces
de consulter, c'est que l'ophtalmologiste va donner des conseils sur la façon dont on peut se nettoyer les yeux, ne pas mettre de l'eau, ne pas... Donc l'hygiène est très importante. Après, l'alimentation, évidemment, les oméga-3, c'est assez reconnu. Les antioxydants. Non, mais c'était quelque chose dans une approche plus générale, holistique vis-à-vis de ça. Et après, je vous demanderai votre témoignage aussi, vous voulez rajouter quelque chose. Complément sur l'hygiène des paupières. Oui. On banalise l'hygiène des paupières comme si c'était juste, on se démaquille et il faut pour que les paupières soient propres. En fait, il y a une véritable maladie des paupières associée à la sécheresse. On appelle ça le dysfonctionnement mébomien. C'est en fait que les glandes de Mébomius, les glandes de Monsieur Mébomius... Qui était Monsieur Mébomius? Monsieur Mébomius était un savant allemand au XVIIe siècle qui a décrit les fameuses glandes qui sont tout le long des paupières, et que tous les gens qui ont eu un jour un gros nodule qu'ils ont appelé orgelé mais qui est en fait un chalazion, ils connaissent pas Monsieur Mébomius, mais ils savent que c'est les glandes de Mébomius qui se bouchent. Donc ces glandes, quand elles se bouchent, en fait, elles sont indispensables pour la composition et la qualité des larmes. Donc quand elles se bouchent, quand elles s'évacuent mal, elles vont, d'une part, créer une inflammation le long des paupières, donc c'est déjà un signe de souffrance, mais c'est du gras, des lipides de qualité qui ne peuvent plus protéger l'œil. Donc il y a un double effet de levier, des paupières qui sont malades et de l'œil qui n'est plus protégé. Alors c'est quoi l'hygiène des paupières? Alors l'hygiène des paupières, je vais laisser les témoins en parler, mais c'est quelque chose de très important. Ouais. Comme c'est du gras qui a du mal à s'évacuer, il faut le chauffer. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont des problèmes de dysfonctionnement mébomien, de mébomie, de blépharite, on va leur dire faites de l'hygiène des paupières chauffée. Alors ça peut être fait avec un simple gant de toilette. Ou avec ses mains qu'on frotte. Oui, mais il faut chauffer. D'accord. Il faut chauffer quelques minutes. D'accord. Parce que c'est ce qui va ramollir ce contenu gras et permettre ensuite de l'évacuer. Sinon, ça ne marchera pas. Si on appuie directement sur des glandes qui sont obstruées, ça va faire très mal et ça n'apportera rien. Donc le chauffage est essentiel. Alors il y a des machines très sophistiquées, il y a des masques chauffants très élégants, mais parfois le simple gant de toilette, ça suffit, au moins c'est pas cher. Mais c'est l'idée du chaud qui permet de ramollir ces graisses et donc de vider ces glandes, sachant qu'il y en a quand même une vingtaine par paupière, c'est quand même du travail. Donc lutte contre la sécheresse oculaire par des moyens non médicamenteux, c'est quelque chose de très important. Alors, donc je vais rebondir sur ce que vient de dire le professeur Baudouin. Donc, en effet, c'est très important l'hygiène des paupières, surtout que la majorité des cas de sécheresse oculaire sont dus à un dysfonctionnement des glandes de Mébomius. Donc, ça concerne la plupart des gens qui ont une sécheresse oculaire. Après, au niveau de la routine en elle-même, ça va dépendre, je pense, du degré de sévérité des symptômes et de l'atteinte. Alors, personnellement, moi, j'ai essayé au début les compresses et puis les masques avec des perles et je trouvais que c'était pas idéal parce que, d'une part, il faut pouvoir contrôler la chaleur parce que comme nos glandes ne fonctionnent pas normalement, en fait, il faut que la chaleur soit plus élevée que pour une personne qui n'est non malade. Et d'autre part, les masques au micro-ondes ou les gants de toilette, ça va refroidir plus vite. Donc, moi, personnellement, je préfère les masques électriques, mais après, je pense que c'est pas forcément nécessaire pour tous les types de sécheresse oculaire. Si c'est léger, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, donc, en effet, donc moi, je le fais tous les jours, 2 fois par jour. Donc, ça prend quand même 40 minutes par jour. Donc, je fais le masque pendant 10 minutes à chaque fois. Ensuite, je me nettoie les paupières et les yeux avec du sérum physiologique et un gel stérile à base d'acide hyaluronique pour nettoyer les sécrétions. Et avant ça, je fais le massage. Et donc là, pareil pour le massage, faut voir un ophtalmologue avant parce que c'est pas forcément préconisé pour certains patients qui peuvent avoir un kératocone ou une cornée fragile. Et là, le massage aggraverait. Voilà. Et il y a certains ophtalmologues maintenant qui préconisent plutôt de faire des clignements que du massage. Des clignements rapprochés et très rapides. Ouais, ça comme ça. Vous faites ça bien. J'ai l'habitude. Docteur Brignol, vous diriez que c'est un problème de santé publique qui est sous les radars, invisibilisé, mais un réel problème. Oui, c'est certainement un problème de santé publique parce qu'on voit la croissance de cette pathologie dans le monde. Et c'est important de voir que même des enfants aujourd'hui ont les yeux qui clignent moins parce qu'ils sont captivés par les écrans. Donc on a un rythme de battement de paupières qui n'est plus respecté. Il y a aussi un environnement qui est beaucoup plus clos. On vit 80%, 90% à la maison. Quel est le c'est-à-dire ne pas être à l'air libre? Ne pas être à l'air libre fait que vous êtes toujours dans un confinement d'environnement pollué, probablement plus pollué qu'à l'extérieur.
Donc vous êtes soumis à des vapeurs de cuisine, des vapeurs peut-être de la colle, de l'encre que vous utilisez. On sait que l'environnement intérieur est beaucoup plus pollué que l'environnement extérieur. Ensuite, donc tout ce problème de santé publique aussi, parce que il y a aussi des nouvelles procédures. On met des lentilles de coloration. On ne fait plus des lentilles de correction, on met des lentilles pour le fun, pour les soirées. On n'a plus peur de quoi que ce soit. On met des maquillages, des cils avec de la colle, des colles qui vont boucher les fameux orifices des glandes de mébomus. Alors, on ne nettoie jamais bien un maquillage qui a fait ça. Le matin, on se retrouve avec du noir. Et donc, oui, il y a multiples causes qui font que ça devient un problème de santé publique. Et la prévention, comme on dit qu'il nous faut éviter les conservateurs des colliers qui sont mis au long cours, attention, parce que si on met un collier avec des conservateurs pendant 3-4 jours, c'est pas un problème. Là, on parlait des On parle colliers du long cours. Donc, c'est c'est de la prévention de dire d'éviter Oui. ça. Et bien, c'est aussi de la prévention de savoir faire l'hygiène des paupières, ne pas trop aussi abîmer ses paupières en voulant bien faire. Donc, oui, il y a une prévention importante. Et les premiers symptômes doivent nous alerter. Je pense que quand même, des troubles de la vision, être obligé de cligner des yeux, avoir une vision un peu floue, une fatigue oculaire, une fatigue des paupières, ce sont déjà des signes qui doivent nous faire prendre conscience qu'il se passe quelque chose et qu'il faut enrayer très vite le mécanisme. Oui, sinon la douleur va s'installer. Sinon, après, il y a une inflammation. C'est ça. Donc, il y a le côté de l'inconfort, mais après, il y a l'irritation qui est la cause de tous les phénomènes inflammatoires avec le cortège d'altération des cellules épithéliales et des tissus. Oui. Je rajouterais sur le côté santé publique, il faut s'attendre à une augmentation forte. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment pratiquement tous des smartphones. Le travail sur ordinateur s'est multiplié. Et puis, j'ai envie de dire une chose, de partager. Il y a une pratique sportive émergente extrêmement importante qui va très certainement, dans les prochaines années, créer des problèmes de sécheresse, des problèmes de clignement, des problèmes de concentration, des problèmes visuels. Suspense. Le sport le plus pratiqué, devinette, le sport le plus pratiqué dans le monde. La randonnée, mais là, je me trompe. 2 milliards de pratiquants de e-sport. C'est quoi le e-sport ? Le e-sport, Je suis de l'ancien monde. c'est les jeux vidéo où il y a les compétitions et qui sont aussi importantes et aussi suivies dans le monde, alors peut-être moins chez nous, mais qui sont aussi suivies que les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques et le sport. À cause de ce que vous évoquez, devant un écran, on ne cligne plus, c'est ça ? On cligne moins. D'accord. On devrait cligner combien de fois par seconde ? Enfin non, pas par seconde. Normalement, on peut rester sans cligner à peu près une dizaine de secondes. C'est normal. C'est moins être obligé de cligner plus souvent que toutes les 10 secondes. Ça veut dire que quand même, on a un problème lacrymal. En revanche, des gens qui sont concentrés sur l'ordinateur, ils peuvent rester 30 secondes, 40 secondes sans cligner. Alors, il y a ceux qui ont des films lacrymaux parfaits, ne vont pas en être très gênés, mais les autres vont avoir des dessèchements, et ça se voit très bien dans les dessèchements des parties inférieures de l'œil qui sont mal protégées. Oui, alors effectivement, un vrai problème de santé publique. Vous voulez la conclusion ? Léonore Brevet ? Je rajouterais juste sur l'enjeu de santé publique. Oui. Alors déjà, il y a quand même un coût important de la pathologie, puisqu'il y a beaucoup de patients qui sont en arrêt maladie, en invalidité, qui sont obligés de faire des reconversions professionnelles. Donc c'est quand même non négligeable en termes de coût pour la société. Et en plus, comme le disait le docteur Brignol et le professeur Baudouin, il y a de plus en plus de patients qui souffrent de sécheresse oculaire. Et quand j'en ai discuté avec les ophtalmologues que j'ai vus, ils ont surtout constaté que ces dernières années, à peu près 10 dernières années, il y a beaucoup plus de jeunes patients, alors qu'avant, c'était une pathologie qui touchait essentiellement des personnes âgées. Donc c'est vraiment j'imagine que ça un enjeu parce que ce que viennent de dire le docteur et le professeur. Oui. C'est ça, et c'est important parce que quand la sécheresse est légère, elle peut être asymptomatique ou avec des symptômes légers, mais c'est important de dire à des jeunes qui présentent une sécheresse légère assez jeune, faites attention, c'est une maladie chronique évolutive, ça peut s'aggraver avec le temps, ça peut déclencher après des douleurs chroniques, donc il faut en prendre soin et éviter tout ce qui est facteur aggravant. Et éviter les climatiseurs aussi. J'imagine que jouer sur un écran dans une pièce où il y a un climatiseur, c'est terrible, non ? L'environnement est quelque chose de très important. Climatisation, des environnements de bureau, par exemple. Ça va accumuler des LED, lumière bleue, des postes d'ordinateur, des sèchements par les moteurs des ventilateurs des ordinateurs. Climatisation la plupart du temps. Un environnement qui est contrôlé, puisqu'on peut
dans ces bureaux, on n'ouvre pas les fenêtres en général. Donc, ce sont des environnements qui sont sur des circuits fermés dont on ignore ce qu'il y a à l'intérieur. Et on sait que ça peut véhiculer des particules de verre, de fibres de verre, des particules de moquette, des poussières qui peuvent très bien recirculer dans le bâtiment, puisqu'il n'y a pratiquement pas de contrôle. On a donc tous les ingrédients pour créer une sécheresse. Alors, pour finir peut-être sur une note optimiste, si l'on peut. Les plantes, c'est très bien dans un environnement de travail. Simplement mettre des plantes, humidifier des plantes, pas des cactus, des plantes grasses. Mais quelque chose qui va créer un environnement un peu humide, c'est aussi une manière d'aider. Et après tout, c'est bon pour la planète. Très bien, donc nous allons tous aux champs et dans les prairies. Ça sera la conclusion de cette... nous allons nous éloigner des écrans et nous allons tous aller marcher dans les prairies pour tenter de lutter à notre humble échelle contre la sécheresse de l'œil. Merci d'avoir participé à cette web télévision de l'IHU Foresight. Merci pour votre témoignage, Iléna. Merci à vous. Et j'imagine que plus de maquillage. Plus jamais. Pendant des années, j'ai plus. Mais pardon, mais ça me vient comme ça. Mais là, je me suis maquillée pour ce soir, mais c'est pas confortable. Donc, vous filez, vous démaquillez immédiatement. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. À la prochaine fois.